Bonjour à tous, c'est Goldring pour une nouvelle vidéo. Et si CM Punk n'avait jamais quitté la WWE? Bonjour à tous, c'est Goldring pour ce deuxième volet de 5 théories sur la WWE. La dernière fois que je vous ai fait un épisode, c'était il y a un an. Et entre temps, j'ai atteint les 100 abonnés et c'est pour cette occasion que je vous fais ce deuxième volet qui m'a été très demandé. Dans le premier épisode, je dois avouer que je m'étais plutôt bridé. J'avais pas parlé de toutes les théories. Il y a certains sujets qui étaient plutôt sensibles, je parle notamment de viol, de meurtre, et j'avais pas réellement envie d'en parler, sûrement de peur de choquer certaines personnes. Mais j'ai décidé pour ce deuxième volet de ne pas me brider, de parler de tout, absolument de tout. Je n'aurai aucune limite, je parlerai de meurtre, je parlerai de certaines théories, donc vous doutez certainement de quoi je vais parler, hein, puisque des meurtres, il n'y en a pas énormément à la WWE. Je vais parler de choses un petit peu plus sensibles, donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez faire les haters et les rageux dans les commentaires, ça me pose pas de problème, il y aura un petit peu d'humour noir, un petit peu dissimulé, un peu de partout. Donc je vous dis on commence avec la première théorie. Et si le Macho Man Randy Savage avait couché avec Stephanie McMahon alors qu'elle n'avait que 17 ans? Selon les gens qui y croient, c'est la raison qui a poussé Vince McMahon à tenir Randy Savage en dehors du Hall of Fame pendant si longtemps. Certaines rumeurs affirmaient même que Vince McMahon avait interdit de mentionner à la télé le nom du Macho Man. Pourquoi tant de haine? Qui plus est envers une si grande légende? Certaines personnes pourraient dire que Vince McMahon était énervé contre Savage parce qu'il avait quitté en 1993 la WWF pour la WCW, mais franchement il a déjà pardonné beaucoup plus que ça quand on pense par exemple à Hulk Hogan et Ultimate Warrior. Il semble y avoir quelque chose de plus, il semble y avoir un secret dans cette affaire, et ça pourrait être la relation qu'a eu Macho Man Randy Savage avec Stephanie McMahon. En 1999, Triple H était un petit main eventer, il était presque dans le mid-card et il était clairement devancé par The Rock ou Stone Cold Steve Austin. A l'époque, on pouvait pas réellement savoir que Rock partirait à Hollywood et que Steve Austin devrait quitter la WWE plus tôt que prévu à cause d'une blessure. Ça devait être frustrant pour Hunter qui a toujours voulu et qui a toujours explicité son envie de devenir le visage de la compagnie et la superstar principale. Et c'est alors qu'il a commencé à sortir avec la fille du chairman, Stephanie McMahon. C'est alors qu'il prit part à plus de main events et de 2002 à 2005, il était clairement la star principale. Alors Triple H a-t-il couché avec la fille du chairman uniquement pour s'assurer une place au sommet? Eh ben, seul le principal intéressé a la réponse. En attendant, cette théorie nourrira très longtemps les complotistes. Lors de Survivor Series 1997, Bret Hart remettait en jeu son titre de la WWF contre Shawn Michaels. Son contrat avec la WWF se terminait le soir même et il avait dans son contrat une clause de contrôle créatif qui lui permettait de décider de son utilisation. Il comptait donc quitter la WWF avec le titre de la WWF. Plutôt embarrassant. À un moment du match, on connaît sûrement tous ce moment, mais pour ceux qui ont pas suivi, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous rappelle vite fait. À un moment du match, Shawn Michaels porte le finisher de Bret Hart sur Bret Hart, le sharpshooter. C'est alors que Vince McMahon fait sonner la cloche sans que Bret Hart n'ait abandonné, lui retirant alors son titre. En toute illégalité, bien sûr! C'est ça qu'on appelle le Montreal Screwjob et c'était un réel événement. Ou peut-être pas. Et si le Montreal Screwjob était le meilleur work de tous les temps? Vince McMahon ne pouvait légalement pas retirer le titre à Bret Hart à cause du contrôle créatif qui était dans son contrat. Pourtant il l'a fait, Bret Hart il aurait pu porter plainte. En plus, quand Bret Hart a vu que Vince McMahon était en ringside, il n'a pas compris que quelque chose se tramait, il n'a pas compris qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, que quelque chose pouvait arriver, non. Enfin je veux dire, il est pas débile le Bret Hart. En plus, au même moment, le chairman de la WWE, Vince McMahon, avait autorisé le tournage d'un documentaire sur Bret Hart. Il le suivait
tout le temps, en backstage, dans l'arène, en dehors, tout le temps. Et pourtant, quand Bret Hart a soi-disant donné un coup de poing à Vince McMahon dans la tête, eh ben, ça a pas été filmé, ça a sûrement été le seul moment qui n'a pas été filmé. Plutôt bizarre, non? En plus, le cocard qu'avait Vince McMahon le lendemain à Raw, ça ressemblait vachement à du maquillage. Tous ces éléments ont poussé énormément de gens à penser que le Montreal Screwjob était un work. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse me dire ça en commentaire et en attendant, prochaine théorie qui sera extrêmement glauque. Le 22 juin 2007, Chris Benoit assassina sa femme et son fils par étranglement. Ce scandale fut sûrement le plus important de l'histoire de la WWE et il est malheureusement le plus connu. Et aussi le plus glauque, faut pas se mentir. Mais les accusations étaient-elles fondées? Benoit est-il réellement un meurtrier? Eh bien, certaines personnes pensent que non. Certaines personnes pensent que Benoit est innocent. Déjà, il y a une coïncidence qui a été énormément relayée. La mort de Nancy Benoit, la femme de Chris Benoit, a été annoncée sur Wikipédia 14 heures avant le meurtre. Extrêmement bizarre. Coïncidence, je ne crois pas. Alors déjà, ça c'est gros, mais c'est loin d'être la seule preuve. Par exemple, Chavo Guerrero avait dit dans une interview qu'il avait eu Chris Benoit au téléphone quelques heures avant le meurtre. Il disait qu'il avait l'air plutôt bizarre et que dans sa voix, il avait l'air angoissé. Bon, c'est normal jusque-là, puisqu'il était sur le point de tuer prétendument sa femme et son fils. Ce qui est beaucoup plus bizarre, c'est que Chris Benoit lui aurait dit que quelqu'un frappait à sa porte. Et au moment où il ouvre, la ligne a coupé, l'appel c'est fini. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de trace d'effraction, c'est tout simplement parce que Benoit a laissé entrer le meurtrier. Énormément d'autres preuves existent, mais déjà elles sont un peu plus farfelues, et en plus ça me prendrait beaucoup trop de temps pour toutes les énoncer, donc je vous laisse là-dessus, je vous laisse faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Vous pouvez donc croire les policiers, ou vous pouvez aussi vous fier à cette théorie du complot, à vous de vous faire votre propre avis. En attendant, prochaine théorie. Quoi ?